Salut tout le monde, c'est Naïm pour mamethodo.fr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos révisions se passent bien. Je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que c'est de passer des examens, c'est pas évident. Essayez véritablement de bien manger, de bien dormir, de boire beaucoup d'eau, c'est essentiel. Et même si votre nuit n'est pas super longue, essayez d'aller au lit super tôt parce que c'est super important de bien se coucher et de passer une bonne nuit pour rafraîchir son cerveau et arriver plus serein le jour J. Aujourd'hui, on voit ensemble un cas en droit, d'accord? Donc c'est un sujet de baccalauréat qui est tombé en Polynésie en 2021. Et du coup, il n'y a pas de corrigé sur le net. Et donc, je me suis dit, c'était bien de vous proposer un corrigé sur le sujet. Avant de commencer cette vidéo, vous savez ce que je vais vous demander, un petit pouce bleu, un petit partage, un petit abonné, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, j'ai eu des commentaires absolument formidables et je suis très content que ça vous ait aidé, vraiment. Je suis de tout cœur avec vous, je pense fort à vous et je vous souhaite bon courage. Je sais ce que c'est de passer des examens et croyez-moi, c'est possible de le faire, je crois en vous et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, je réponds dès que possible et je vous souhaite de tout cœur de réussir vos épreuves et bon visionnage à vous. Alors bienvenue à toi dans cette correction d'un sujet droit économie. J'ai choisi un sujet dont on n'a pas le corrigé en ligne, d'accord? C'est le sujet Polynésie, donc celui de l'année dernière en 2021. Et du coup, on va traiter directement la partie juridique et puis après, on traitera la partie économie, ok? Moi, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, avant même de lire la situation juridique, c'est de lire les questions et de les lire plusieurs fois, d'accord? De les lire au moins 2-3 fois. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc déjà, avant même de commencer, tu sais normalement comment se passe l'épreuve. En tout cas, la partie juridique. C'est-à-dire que la première question, tu auras une qualification juridique. D'accord? Ça, tu sais faire. Si tu sais pas faire, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet, d'accord? La méthode Kylian Mbappé. Ensuite, la deuxième question, ça sera partie A contre partie B. La troisième question, ça sera partie B contre partie A. Et enfin, la dernière question, ça sera une question de réflexion. D'accord? Donc ça, déjà, tu le sais. Pourquoi il faut lire les questions en premier? Tu sais, dans les sujets, tu auras toujours une dominante parmi les thèmes que tu as étudiés en cours. Par exemple, là, cette année en droit, tu as étudié, je sais pas moi, le contrat de travail, le dommage, la responsabilité, l'entreprise et le fait d'entreprendre, ok? Et forcément, il va avoir un de ces pans-là, un de ces sujets-là, qui sera prépondérant dans ton sujet de baccalauréat, d'accord? Et c'est bien déjà de préparer ton cerveau à rechercher des informations et à savoir où est-ce qu'on se situe dans toutes les connaissances que tu as amassées cette année, d'accord? Et donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important et intéressant de lire les questions en premier. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, résumer les faits en utilisant des qualifications juridiques. Pas de surprise, d'accord? Tu sais faire, on va le faire ensemble au moment venu. Mais en tout cas, là, on est en terrain connu, d'accord? Ensuite, présenter l'argumentation juridique que Pierre Guira pourrait avancer pour rechercher la responsabilité de la SARL Hardy Cuisine. Ah, là, il y a un terme qui est vraiment important, c'est le terme de responsabilité. Là, on commence un petit peu à savoir ce dont il va être question dans ce cas-là, d'accord? On parle de responsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être responsable face à la loi, d'accord? On est responsable dans quel cas? Très souvent lorsqu'il y a un dommage. Ok, bon, on va voir ça, d'accord? Déjà là, on commence à situer un petit peu dans nos connaissances. Ok, proposer l'argumentation juridique que la SARL Hardy Cuisine pourrait développer pour s'exonérer de sa responsabilité. Ah, on a un autre terme là ici qui est important, d'accord? C'est celui-ci, d'accord? S'exonérer de sa responsabilité. L'exonération, le fait d'être déchargé pour simplifier, d'accord? Là, pareil, ça nous donne clairement une indication dans le thème dans lequel on se trouve, d'accord? Donc là, clairement, ça va parler de responsabilité et ça va parler d'exonération. Déjà là, tu dois commencer d'un point de vue méthodologique à te rappeler certaines méthodes. Comment on fait pour montrer que quelqu'un est responsable et comment on fait pour se décharger, pour s'exonérer de cette responsabilité. Là, tu dois faire ce travail-là dès maintenant, d'accord? Encore une fois,
la lecture de la situation juridique et la lecture des annexes vont te permettre de préciser ça. Mais si tu arrives à faire ça dès le début de l'épreuve, franchement, c'est rassurant et franchement, tu vas gagner du temps et de l'énergie. D'accord? Et enfin, dernière question. Expliquer pourquoi une victime ne peut agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en cas de dommages causés à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Elle peut paraître compliquée cette question, mais elle ne l'est pas du tout. Et tu vas voir qu'en fait c'est très simple. Simplement il faut comprendre les termes. Et tu sais quoi, pour l'instant on la met de côté, d'accord? Là ce qui nous intéresse c'est les 3 premières questions. Ce sont les 3 premières questions plutôt. Et d'ailleurs dans ces 3 premières questions-là, tu vas pouvoir trouver des éléments de réponse pour alimenter la 4e question. Donc pas de stress avec la 4e question, on la met de côté. On attaque les qualifications juridiques et les argumentations juridiques. Et tu verras, ça va bien se passer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut lire la situation juridique, donc je vais te la lire maintenant. Myriam Madé a créé son entreprise de cuisiniste dans les Ardennes il y a maintenant 12 ans, la société à responsabilité limitée SARL Hardy Cuisine. La société emploie 4 personnes et assure l'installation de cuisine sur mesure chez des particuliers. Ok, bon. Rien de compliqué là-dedans, d'accord? Donc il y a une SARL, ok? Il y a une femme, Myriam Madé, qui a créé une SARL, ok. La qualité de ses prestations est largement reconnue dans la région et c'est pour cette raison que Pierre Guira a fait appel à ses services afin de rénover entièrement sa cuisine. Myriam Madé a chargé Léo Pasquier, un des salariés de l'entreprise, de ce chantier. Donc là on a un client, d'accord? Donc le client c'est qui? C'est Pierre Guira, ok. Et du coup, Myriam Madé, qui représente l'entreprise, la SARL Hardy Cuisine, a envoyé un employé. Ok. On continue. Lorsque Léo Pasquier arrive chez Pierre Guira, il s'aperçoit que la maison de ce dernier est en retrait de la rue et que le portail est très étroit. Pour éviter de faire une manœuvre un peu technique, pour entrer son véhicule par le portail et l'approcher de l'entrée de la maison, Léo décide de laisser sa camionnette dans la rue et d'en sortir un à un les différents éléments. Ok. Très serviable, Pierre Guira guide Léo Pasquier pour passer le portail avec les éléments les plus volumineux. Malgré le refus du salarié, il l'aide. On sent le problème arriver là. Ouais. Il l'aide même à porter les plus lourds. Cependant, le problème arrive, c'est sûr. En s'efforçant de suivre les indications confuses et souvent contradictoires de Pierre Guira, Léo Pasquier heurte violemment le portail, oh mon Dieu, et détériore une partie de la clôture avec l'un de ses colis. Plusieurs montants sont brisés et la serrure du portail est désormais inutilisable. Le devis réalisé par un professionnel s'élève à 3800 €. Ah quand même. Pierre Guira demande à Myriam Madé de prendre en charge le coût des réparations du portail et de la clôture. On imagine qu'elle va refuser. Toutefois, Myriam Madé refuse catégoriquement, bien sûr. Pierre Guira envisage de saisir la justice. Ok. Donc du coup, première question, on attaque, qualification juridique, ok? Alors, la qualification juridique, si tu sais pas la faire, j'ai fait une vidéo sur le sujet, la méthode Kylian Mbappé, je rentre pas dans les détails là-dedans, enfin dans cette vidéo-là, d'accord? Mbappé a gagné la coupe, c'est le moyen mémotechnique, on répond aux questions qui, lien, problème, conséquence, d'accord? Et du coup, on va faire ça maintenant, d'accord? Donc, la qualification juridique, moi, c'est ce que je dis à mes élèves et ça leur permet de leur donner des repères et ça les aide beaucoup. J'espère que ça t'aidera aussi. Mais si elle répond à ces questions-là, bah, c'est très bien. Alors, encore une fois, tu dois pas faire 4 paragraphes avec qui, 2 points, lien, 2 points, pas du tout. La qualification juridique, c'est un résumé. Et d'ailleurs, regarde, on te le dit, résumer les faits. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On attend un résumé, d'accord? Donc, des phrases construites, ok? Avec de la ponctuation, des points, des virgules, tout ça. Et donc, maintenant, on va se poser la question. Il est question de qui? Là, c'est-à-dire dans l'histoire. Donc on a quelqu'un qui appelle une entreprise, l'entreprise envoie un employé pour réaliser l'installation d'une cuisine. Donc moi je te conseille là pour le moment de mettre pause et d'essayer de répondre à ces questions-là, d'accord? De qui il est question dans la situation, quel est le lien entre ces protagonistes, quel est le problème et quelle est la conséquence du problème. Et il peut avoir plusieurs éléments de réponse, hein, d'accord, mais déjà si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Donc moi j'enchaîne. Alors le premier protagoniste, c'est la SARL Hardy Cuisine, d'accord? Hardy Cuisine, ok. C'est bien elle qui va être en lien avec le client. C'est pas Myriam Madé, c'est bien la SARL. D'ailleurs, on dit bien société à responsabilité limitée, d'accord? Donc la SARL Hardy Cuisine. Ensuite, on a, comment il s'appelle, Pierre Guira, le client, d'accord? Et ensuite, on a Léo Pasquier. Léo Pasquier, c'est l'employé, ok?
Ensuite, quel est le lien? Ben, c'est un contrat, d'accord? C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un, à une entreprise d'installer quelque chose chez nous, c'est un contrat. On verra quel contrat plus tard, ok? Quel est le problème? Le problème, c'est que il y a pas beaucoup de passages pour passer, d'accord? Et que Pierre Guira, il insiste et il indique à Léo Pasquier comment faire, et Léo Pasquier, il heurte violemment une clôture, d'accord? Donc le problème c'est quoi? C'est que le portail est étroit, d'accord? Il y a plusieurs problèmes là, mais bon, on va tous les mettre. Pierre Guira insiste pour aider et guider, et Léo heurte le portail, d'accord? Et le heurte la clôture, voilà, ouais, le heurte le portail, ouais, c'est ça. La conséquence du problème, c'est quoi? C'est que les montants sont brisés, plusieurs montants sont brisés, et la serrure est cassée. Serrure est cassée. Ok, voilà. Voilà pour tout ça, d'accord, pour qu'il y ait un problème conséquence. Ok, je vais mettre des petites couleurs, comme ça va nous aider, d'accord. Tu sais, j'aime bien mettre des couleurs, ça facilite la mémorisation et la compréhension. Ok, on va mettre ça en bleu. Alors encore une fois, si t'es pas arrivé à ça parfaitement, c'est pas très grave. Ce que t'as mis, ça peut être comment dirais-je, ça peut être pertinent. Et enfin voilà, tout est acceptable. Je te renvoie à ma vidéo sur c'était quoi, sur l'argumentation économique. On précise bien, même si c'est là, si on est dans le droit, on précise bien que tout argument pertinent doit être valorisé, d'accord? Donc là, si c'est pertinent, c'est bon. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va se poser la question. Les qualifications juridiques, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de caractériser, de donner un qualificatif au regard du droit. La SARL, qu'est-ce que c'est? C'est une personne juridique. Mais quel type de personne? Physique ou morale? Eh ben, c'est une personne morale, d'accord? Ensuite, Pierre Guira, c'est, d'un point de vue du droit, c'est une personne juridique, certes, mais c'est une personne physique ou morale? Eh ben, c'est une personne physique. Et là, Léo Pasquier, est-ce que c'est une personne juridique, bien sûr, mais c'est une personne physique ou morale? Ben, c'est une personne physique. On peut même aller plus loin, c'est un employé, d'accord? Tu peux très bien le qualifier comme ça. Ici, Léo Pasquier, on peut dire que c'est un employé, d'accord? C'est une bonne qualification de dire que c'est un employé, ok? Ensuite, quel type de contrat? Là, on assure l'installation de cuisine, d'accord? On assure l'installation de cuisine sur mesure chez des particuliers, ok? Donc c'est une prestation. Donc on peut très bien dire que c'est un contrat de prestation, et si on va aller plus loin, on peut dire un contrat de prestation de service, d'accord? Je sais que ce contrat-là, les élèves ont un petit peu du mal à le retenir, d'accord? Voilà, tu as différents types de contrats. Tu as le contrat de vente, le contrat de location, le contrat de travail. Souvent, quand c'est pas un contrat de vente, c'est un contrat de prestation de service, d'accord? Donc voilà, maintenant que tu le sais, c'est bien. Si tu l'as pas trouvé, c'est pas très grave, hein, ok? Ensuite, donc le problème, il est là, et la conséquence du problème, là, on peut pas qualifier plus que ça, je pense, d'accord? Par contre, ça, on peut qualifier ici. Donc on est en présence d'un dommage. Quel type de dommage? Eh ben, c'est un dommage matériel, ok? C'est un dommage matériel. Alors, on peut très bien dire, oui, mais là, ça s'élève à 3800 €, c'est un dommage financier. Alors, effectivement, là, il va falloir payer quelque chose pour réparer, mais disons que Léo Pasquier, il n'a pas, son action, elle n'a pas enlevé de l'argent directement à Pierre Guira, d'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, si Pierre Guira, il avait raté, je sais pas moi, son billet de train, son train, et qu'il avait acheté son billet, d'accord? Là, le dommage, il est financier. Pourquoi? Parce que j'ai payé quelque chose et j'ai pas eu le service pour lequel j'ai payé, d'accord? Si par exemple Léo Pasquier n'était jamais venu pour installer la cuisine et que Pierre Guira avait payé, là on peut parler d'un dommage financier parce qu'effectivement j'ai donné de l'argent mais j'ai pas reçu le service pour lequel j'ai payé, ok? Là en l'occurrence le dommage prépondérant c'est bien le dommage matériel. Effectivement on peut parler aussi d'un dommage moral parce que c'est chiant quoi de connaître cette situation là, mais le dommage prépondérant c'est bien le dommage matériel, ok? Maintenant qu'on a fait ça,
on peut faire une très bonne qualification juridique. Je vous rappelle que la qualification juridique, c'est votre première question. Elle va vous crédibiliser et elle va, comment dirais-je, elle va permettre au correcteur de se faire une idée de vous. Cette idée-là, la première idée, elle est essentielle. C'est-à-dire que la lecture du reste de votre copie va plutôt confirmer l'image qu'on se fait de vous plutôt que de l'infirmer. Ok, donc voilà, c'est super important de la soigner et c'est super important d'employer des termes juridiques. On fait ça ensemble maintenant. Et donc c'est parti. On va se poser la question qui, on l'a fait, hein, c'est ici, d'accord. On a tous les éléments là. Il n'y a plus qu'à résumer ça en allant à l'essentiel, d'accord. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, Pierre Guirat. Personne physique. On peut même mettre personne physique et client. Hein. Enfin voilà, vous pouvez faire ça, d'accord. Vous pouvez mettre client, mais personne physique ça suffit. Client c'est très bien aussi. Enfin voilà, d'accord. Personne physique et client sollicite, demande, fait appel à la SARL Hardy Cuisine pour installer une cuisine chez lui. Point. Ok, donc là déjà, ça, on est bon. Ok, on enchaîne. Donc du coup, on va préciser le lien entre eux. Donc ce travail est effectué dans le cadre d'un contrat de prestation de service. Ok, très très bien. Là on est bien, hein. Là on est très bien même. Et franchement les élèves, ah ouais, au fait, je dis tu, mais je vous vois mes élèves normalement, désolé. Mais là, je sais pas, je trouve ça bizarre de vous voyer un Mac, enfin même de tutoyer un Mac en réalité, mais bref. Est-ce que c'est, enfin, vous pouvez peut-être me répondre en commentaire, mais en fait, si vous avez la bonne méthodologie, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il suffit simplement de prendre un peu de recul et de se poser les bonnes questions, d'accord? Les questions, moi, je vous les résume ici, ok? Mais si vous savez se faire ce travail-là, ça ira, ok? Peut-être ça qui est un petit peu compliqué, mais là, vous l'avez en vidéo, donc ça ira le jour J si vous tombez sur un contrat de prestation de service, ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Léo, on peut parler de Léo quand même, parce que c'est lui qui a détérioré le portail. Léo Pasquier, employé de la SARL est envoyé. Donc oui, on l'a qualifié en tant qu'employé, vous pouvez très bien mettre personne physique et employé, d'accord, mais essayez de préciser. En tout cas, là, c'est important de savoir que c'est un employé. On verra pourquoi. Donc Léo Pasquier, employé de la SARL, est envoyé pour réaliser cette mission. Ok. Le portail donnant, permettant d'accéder à la maison, de Pierre Guirat et T3. Alors, juste ici, vous avez vu que quand je reparle de Pierre Guirat, je remets pas virgule personne physique. Non, non, je l'ai qualifié une fois, ça suffit, d'accord. Donc, le portail est pour accéder à la maison de Pierre Guirat et T3. Alors, ce dernier insiste pour aider Léo Pasquier malgré son refus. De plus, il donne des indications confuses et contradictoires. D'accord? Contradictoires. Pourquoi on le met ici? Parce que clairement, ça va aider à l'argumentation de l'un. D'accord? Ça va aider à l'argumentation. Là, dans la qualification juridique, je mets des éléments qui vont me servir pour le 2 et pour le 3. D'accord? C'est-à-dire que je vais pouvoir m'appuyer sur ça pour que la SARL se défende. D'accord? Donc j'enchaîne. De plus, il donne des indications confuses et contradictoires. Léo Pasquier heurte le portail. Plusieurs montants sont brisés et la serrure est cassée. Les réparations s'élèvent. Alors, heurte le portail et cause un dommage. Des dommages matériels. Plusieurs montants sont brisés et la serrure est cassée. Les réparations s'élèvent à 3800 €. Alors, c'est où le... Ça doit être là. Non, c'est pas là. Ah, voilà. Ok, alors, de plus, il donne des indications confuses et contradictoires. Ici, j'ai bien qualifié les dommages, d'accord? Donc, Léo Pasquier heurte le portail et cause des dommages matériels. Plusieurs montants sont brisés et la serrure, montant du portail, sont brisés et la serrure est cassée. Les réparations s'élèvent à 3800 €. Donc c'est important
de voir ça. Pourquoi? Parce que vous voyez que je fais des phrases vraiment courtes, d'accord? Je fais des phrases vraiment courtes. Les phrases qui font 5 lignes sans ponctuation et tout, s'il vous plaît, non. Phrases courtes, idées fortes. Je fais des phrases toutes courtes, ok? Par exemple, ça, j'aurais pu le faire en une seule phrase, bah non. Je mets des points, je mets des virgules, enfin voilà, ok? Le niveau de français, il n'est pas exceptionnel là. Ce sont des phrases qui sont simples, d'accord, et vous pouvez largement faire la même chose, ok? Est-ce que ça va jusque-là? Alors, c'est un peu marrant de dire ça à une caméra, mais j'espère que ça va. Mais en tout cas, voilà pour la première question sur la qualification juridique. On a la qualification de tous les protagonistes et on a également la qualification des dommages, ok, et le lien entre les différentes parties et les conséquences, d'accord. Donc je vais mettre rapidement en couleur. Alors c'est en quelle couleur? Ouais. Qui, c'est en orange. Donc on va bien vérifier ensemble que hop, les éléments sont respectés. Donc on a qui ici, ok. Ensuite, on a le lien, c'est en quelle couleur? Le lien, c'est en bleu. On a le lien ici. Alors, des fois, il peut ne pas avoir le lien, d'accord, ça peut arriver. Ensuite, on a le problème ici. Hop, je crois que c'est en rose, voilà. Et la conséquence du problème. Ok? Tous les éléments sont présents. La qualification juridique est faite. On peut passer à la suite. Hop, voilà, je te laisse mettre pause et lire ça si tu en as besoin, ok? Allez, question numéro 2, c'est parti. On va surligner. Argumentation juridique en faveur de Pierre Guira, d'accord? Pourquoi? Pour rechercher la responsabilité, d'accord? Donc on va mettre responsabilité, engager la responsabilité de la SARL, ok? Alors, je te laisse mettre pause, d'accord? Je te laisse mettre pause pour celle-ci. Je te laisse mettre pause pour celle-ci. Et puis, moi, je vais enchaîner, d'accord? J'enchaîne. Alors, dans la vidéo pour l'argumentation juridique, on a vu une méthodologie. Alors, il y en a qui aiment bien faire majeur, mineur, conclusion. Moi, ce que j'ai dit, c'est simplement la méthode REC. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc, c'est-à-dire les règles d'un côté. Ensuite, en l'espèce, d'accord? Et ensuite, conclusion, d'accord? Ça, c'est le moyen mémotechnique que je donne. Et si on vous a dit, si vos enseignants vous ont dit majeur, mineur et conclusion, bah c'est ça en fait, hein, c'est la même chose. Donc voilà, pour une argumentation juridique là, il faut les 3 parties, ok? Simplement, quelle est la règle pour engager la responsabilité de quelqu'un? Pour pouvoir engager la responsabilité de quelqu'un, d'une personne juridique, il faut 3 éléments, d'accord? Engager la responsabilité, il faut 3 conditions. La première condition, c'est qu'il faut un fait générateur. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, il faut un dommage. Et ensuite, il faut un lien de causalité. Je t'explique ça dans la vidéo sur le programme de droit. D'accord? Et pour pouvoir engager la responsabilité de quelqu'un, il faut ces 3 éléments-là. D'accord? Donc ça va faire partie des règles. Ok? Ensuite, on va voir un petit peu dans les annexes si on n'a pas des choses qui peuvent nous servir. Ok, donc on va lire ici l'extrait du Code civil. Donc les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ok. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation. Donc là ça parle de la force majeure. Ici on est plus la force majeure, qu'est-ce que c'est? C'est un événement, on le verra au moment venu, mais en tout cas ça nous empêche d'exécuter le contrat. Et donc là, clairement, on n'est pas dans ça, c'est plus pour s'exonérer de la responsabilité qu'on va parler de force majeure, donc là, ça va pas nous servir. Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution est empêchée par la force majeure. Là, clairement, il n'y a pas d'intérêt. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ah, qu'est-ce que ça veut dire cet article-là? Ça veut dire que il doit avoir, s'il y a dommage, il doit avoir réparation. Tout dommage, réparation. Tout dommage doit entraîne une réparation.
Ok, donc ça peut peut-être nous intéresser. Ensuite, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Ça peut peut-être nous servir aussi, parce que Léo Pasquier, il n'a pas fait exprès, d'accord? Donc il y a réparation, même s'il y a imprudence, d'accord? Donc ça peut peut-être nous servir. Ensuite, 1242, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Ouais, ok, là ça peut peut-être nous servir. D'accord, peut-être nous servir parce qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Et clairement, Léo Pasquier, il est sous la responsabilité de qui? La responsabilité de la SARL, d'accord? Donc la SARL va devoir répondre aux faits de Léo Pasquier. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Arrêt de 1253, le cas fortuit. Le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s'ils remplissent les caractères de la force majeure. Là, on est encore une fois sur l'exonération, donc la force majeure, ici, ça va pas nous servir. Ok. Arrêt de la Cour de cassation, 16 avril 2015, attendu selon l'arrêt attaqué que Monsieur X, qui effectue une croisière fluviale organisée par la société Tranquille Travel Limited, désolé pour l'accent, la société, assurée par la société Alliance Globale, l'assureur, a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte, oh mon dieu, et a subi de graves blessures à la main, bah, tu m'étonnes, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont. Donc en gros, il se baladait en bateau, il a levé la main pour toucher un pont et il s'est fait très très mal à la main, il s'est blessé la main. Mais attendu qu'après avoir relevé que Monsieur X, qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la Cour d'appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage, qu'ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à la réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette le pouvoir. Ok. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Monsieur X, donc il a voulu attaquer la société de croisière par rapport au dommage qu'il a subi. Ok. Sauf que la société, en fait, le tribunal, la cour d'appel plutôt, elle a caractérisé, elle a dit qu'en fait ça c'était causé par le comportement imprudent de la victime. Ok, là clairement la faute de la victime, tout ça, on est sur des choses qui sont en rapport avec l'exonération de la responsabilité. Lorsque la victime commet une faute, on peut s'exonérer partiellement ou totalement de la responsabilité. D'accord? Donc là, cet arrêt de la Cour de cassation, il va pas nous servir maintenant, parce qu'on est sur une exonération. Et vous savez quoi, on va le redire tout à l'heure, ok? Ensuite, annexe 3, non-cumul des responsabilités délictuelles nommées extra-contractuelles et contractuelles. Le créancier victime d'un manquement du débiteur et une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Vous savez quoi, c'est pour la question... c'est pour la question 4, on verra ça plus tard, ok? Là, on a tous les éléments pour la question numéro 2, d'accord? On a tous les éléments pour la question numéro 2, et du coup, on va pouvoir aller. C'est parti. Alors, première règle, pour engager la responsabilité contractuelle, il faut réunir 3 conditions, donc vous mettez un fait générateur, ou 3 éléments plutôt, 3 éléments, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Dommage qu'on peut appeler aussi leur préjudice, d'accord? Donc le fait générateur, quel va-t-il être? Le fait générateur, c'est quoi? C'est que Léo, il va porter des charges dans dans le passage étroit, d'accord? Dans le portail étroit, ok? Donc Léo, il va prendre les éléments volumineux pour aller dans la maison, d'accord? Donc ça, c'est le fait générateur. Le dommage, le dommage, c'est quoi? C'est le dommage matériel. C'est le fait que la clôture le portail ait été détérioré. Et le lien de causalité, c'est quoi? C'est bien parce que Léo Pasquier
a pris des éléments volumineux et qu'il est passé par le portail, qu'il a heurté le portail, que le dommage matériel a été causé. D'accord? Donc ça, c'est pour les 3 éléments. On va le voir dans la deuxième partie. Ok? Ensuite, de plus, on va essayer de prendre ces articles-là et de les placer dans les règles. De plus, tout dommage entraîne réparation par l'auteur de celui-ci. D'accord? Donc ça, c'est l'article 1240 du Code civil. Même si il a été causé par son imprudence, même si il a été causé par son imprudence. Ça, c'est l'article 1241 du Code civil. Ok. Par ailleurs, une SARL ou une entreprise, d'accord, une entreprise est responsable des dommages causés par ses employés. Et ça, c'est l'article 1242 du Code civil. Ok, là pour les règles, on est bon, d'accord? Là clairement pour les règles, on est bon. Donc on a quoi comme règle? On a celle-ci pour engager la responsabilité contractuelle et on a les règles relatives aux dommages. Ok? On m'a posé la question, est-ce qu'il faut écrire les règles dans leur ensemble? Toute la règle? Non, faut pas écrire toute la règle. Soit vous la résumez, vous la mettrez entre parenthèses, soit vous la citez, mais vous citez la partie qui vous intéresse, d'accord? Parce que des fois, on peut aller sur des articles de loi qui sont très très longs. Vous citez la partie qui vous intéresse, ok? Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la deuxième partie, en l'espèce. Ici, Léo a bien heurté violemment, est bien passé par le portail avec des éléments volumineux. En l'espèce, Léo a bien porté des éléments volumineux dans le portail étroit. Donc ça, c'est le fait générateur, d'accord? Léo a bien porté des éléments volumineux dans le portail étroit jusqu'à heurter celui-ci, d'accord? Donc il a heurté celui-ci, d'accord? Donc ça c'est le dommage, d'accord? Dommage matériel, ok? Et c'est bien, Léo en portant les éléments volumineux, en portant les éléments volumineux qui a causé le dommage. Donc ça c'est le lien de causalité. Ok? Donc Léo a bien porté des éléments volumineux dans le portail étroit, d'accord? Jusqu'à heurter celui-ci, ça a créé un dommage matériel, et c'est bien Léo qui a causé ce dommage-là, d'accord? Donc on a le lien de causalité, ok? Léo est sous la responsabilité de la SARL Hardy Cuisine, et donc Léo est sous la responsabilité de la SARL Hardy Cuisine, et donc là on peut conclure. En conclusion, la SARL doit réparer le dommage matériel causé par son employé. D'accord? Donc je répète, pour engager la responsabilité contractuelle, il faut 3 éléments, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. De plus, tout dommage entraîne réparation pour l'auteur de celui-ci, voilà, du dommage. Tout dommage entraîne réparation par l'auteur, par l'auteur de celui-ci, ok? Article 1240, même s'il a été causé par son imprudence, article 1241. Par ailleurs, une entreprise est responsable des dommages causés par ses employés, article 1942. En l'espèce, Léo a bien porté des éléments volumineux dans le portail étroit,
il aurait fallu qu'il fasse autrement, Léo, d'accord? Il aurait fallu qu'il... alors, je sais pas comment il aurait pu faire, je sais pas, diviser les éléments volumineux ou prendre un autre employé qui le guide. Mais en tout cas, c'est bien le fait que Léo prenne des éléments volumineux dans un portail étroit qui a entraîné le dommage matériel et le lien de causalité, il est là, d'accord? Donc, c'est bien Léo, donc ouais, jusqu'à heurter celui-ci, dommage matériel, et c'est bien Léo en portant les éléments volumineux dans le portail étroit qui a causé le dommage, lien de causalité. Léo est sous la responsabilité et de plus, enfin, Léo est sous la responsabilité de la SARL Hardy Cuisine. En conclusion, la SARL doit réparer le dommage matériel, ou les dommages matériels plutôt, les dommages matériels causés par son employé. Causés par son employé comme ça, ok? C'est bon? C'est mieux comme ça. C'est bon? Est-ce que ça va jusque-là ou pas? J'espère que ça va pour cette question, d'accord? Donc, franchement, je vous le dis, si vous tombez sur la responsabilité, posez-vous les bonnes questions. Pour engager la responsabilité, qu'est-ce qu'il faut? Fait générateur, dommage, lien de causalité. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments dans le code civil sur lesquels je peux m'appuyer? Ouais. Eh ben, je prends tout ça, je les mets dans les règles. Ensuite, dans la deuxième partie en l'espèce, j'essaye d'appliquer ça aux règles que j'ai mentionnées précédemment. Et enfin, je conclus. D'accord? Donc là, la conclusion, c'est quoi? C'est que la SARL doit bien réparer les dommages matériels causés par son employé. Ok? Alors, on va passer à la question numéro 3, l'argumentation juridique en faveur de la SARL pour s'exonérer de la responsabilité. Exonération de la responsabilité, pardonnez-moi, de la SARL. Ok. Alors, argumentation juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 parties, règles, espèce, conclusion. D'accord? Majeur, mineur, conclusion. Si ça te fait plaisir, tu dis comme ça. Bon, ça me va. Hein. Et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est l'exonération de la responsabilité. Elle fait appel à une méthodologie, d'accord? Donc pour exonérer la responsabilité d'une personne morale, par exemple, dans ce cas-là c'est une personne morale, on doit être en présence d'un cas parmi 3 cas, c'est-à-dire qu'il y a 3 manières d'exonérer la responsabilité contractuelle. La première manière, c'est quoi? C'est la force majeure, d'accord? Je t'en parle dans une autre vidéo sur tout programme de droit, donc tu iras voir si besoin. La deuxième manière, c'est quoi? C'est le fait d'un tiers. Et ensuite, la faute de la victime. Ok. Donc voilà pour les manières qui permettent d'exonérer la responsabilité. Maintenant, on va essayer de voir dans les documents s'il n'y a pas des ressources dans les annexes. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Bon, ça nous intéresse pas. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Ouais, là, ça définit la force majeure, en fait, finalement, d'accord? Donc, ça... ouais, ici on n'est pas dans le cas d'une force majeure, hein, on va le voir. Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Là, on veut s'exonérer de la responsabilité, donc dans tous les cas, on va pas parler de ça. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ben non, parce que là, c'est en faveur de la victime. Chacun est responsable du dommage. Ben non. On est responsable du dommage causé par les personnes dont on doit répondre. Ben non. 1253, le cas fortuit. Le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonérateurs s'ils remplissent les caractères de la force majeure. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va se poser la question. On veut être exonéré de notre responsabilité. On a 3 manières de faire. Est-ce qu'ici, il s'agit d'une force majeure? Non, il ne s'agit pas d'une force majeure. Je te rappelle, les conditions de la force majeure, c'est quoi? Ça doit être un événement extérieur, imprévisible et insurmontable ou irrésistible, d'accord? Ou irrésistible, d'accord? C'est pareil. Est-ce qu'on est en présence d'une force majeure ici? Bah non, on n'est pas en présence d'une force majeure. Est-ce que on est en présence du fait d'un tiers?
Non, c'est comment dirais-je, la responsabilité, elle est bien causée par la SARL et par Pierre, c'est-à-dire que là le dommage il résulte du lien entre les deux. Et là en l'occurrence c'est Pierre qui a donné les indications confuses. Est-ce que Pierre c'est un tiers? Là non, il fait partie du contrat. Donc Pierre c'est pas un tiers. Un tiers ça aurait été un voisin qui donne des indications par exemple. Là, on aurait pu dire c'est le fait d'un tiers. Mais là, Pierre, lui, fait partie du contrat. Et Pierre, d'ailleurs, c'est lui qui demande réparation. Donc, c'est lui la victime. Et là, en l'occurrence, on est bien dans le cadre de la faute de la victime. Donc, que nous dit l'article 1253? Le fait d'un tiers permet une exonération totale. La faute de la victime, pardon, permet une exonération totale si elle remplit, les caractères de la force majeure. Donc on va le mettre. Ça c'est une deuxième règle, hein, d'accord? Donc article 1253 du Code civil. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans le cas de la faute de la victime, l'exonération est totale si elle remplit les conditions de la force majeure, à savoir les trois conditions ici, d'accord? Les trois conditions ici. Voilà, comme ça tu les as sous les yeux. Ok, voilà pour ces articles-là. Et maintenant, on va lire ensemble l'arrêt de la Cour de cassation. Attendu selon l'arrêt attaqué que Monsieur X, qui effectue une croisière fluviale organisée par la société tranquille, enfin voilà, a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit et de la cabine du bateau et le pont. Donc ça veut dire quoi? On fait une croisière, il y a un monsieur qui lève la main et il se blesse violemment, ok? Donc il va engager la responsabilité de la société qui organise la croisière. Mais attendu qu'après avoir relevé que Monsieur X, qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la Cour d'appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage. Que nous dit la Cour d'appel ici, l'arrêt de la Cour d'appel, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la victime, elle a commis un geste imprudent, et donc il s'agit bien d'une faute de la victime, d'accord? Là, en l'occurrence, elle a levé la main, elle n'avait pas à lever la main, c'est de sa faute, ok? Qu'ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devrait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le moyen n'est pas fondé. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la responsabilité, enfin l'exonération pardon, est partielle puisqu'elle ne remplit pas les conditions de la force majeure, d'accord? Donc, que nous dit l'arrêt de la Cour de cassation? Qu'ici, en fait, nous sommes en présence l'imprudence de la victime est considérée comme une faute de la victime au regard du droit, d'accord? Et que l'exonération est partielle. Regardez ce qu'on nous dit là. Elle en a déduit que le droit de la réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée, c'est-à-dire que la Cour d'appel a apprécié. Donc c'est-à-dire que la manière dont l'exonération s'applique, le niveau d'application de l'exonération, c'est au juge de le dire. En gros, c'est au juge de dire combien l'entreprise doit quand même payer, parce que si elle est exonérée partiellement, ça veut dire que quand même il y aura une petite réparation. Donc c'est à la Cour de justice, à la Cour d'appel de dire cette réparation elle équivaut à combien, d'accord? Et donc que l'exonération est partielle et soumise au juge, d'accord? Voilà pour les articles. Maintenant qu'on a fait les articles, on peut faire les règles plutôt, mais on peut faire nos règles. On peut faire l'argumentation juridique, d'accord? Donc c'est parti. Alors, la faute de la victime entraîne l'exonération partielle, on va mettre tout simplement, de la responsabilité contractuelle d'une personne morale. Elle doit
pour ce faire, remplir les 3 conditions de la force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur, imprévisible et insurmontable. De plus, alors ça c'est l'article 1253 du Code civil qui nous dit ça. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation explique que en cas d'exonération partielle, que l'exonération partielle est que l'imprudence est considérée comme une faute de la victime. Donc l'arrêt de la Cour de cassation précise qu'une imprudence est considérée comme une faute de la victime et que c'est quoi? Le droit à la réparation doit être limité. Ouais. Et qu'en cas d'exonération partielle, la réparation est limitée, est appréciée plutôt, par le juge qui exerce son pouvoir souverain. Okay. En l'espèce. Donc là, en fait, je vous le dis, est-ce que c'est une exonération totale ou partielle? Tout est justifiable. Moi, en tant que correcteur, là, je pourrais très bien accepter qu'un candidat me dise bah finalement c'est une exonération totale. Pourquoi? Parce que la faute de la victime, elle remplit les 3 conditions, c'est-à-dire que Léo, pardon, il savait pas, c'est pas de sa volonté que Pierre ait donné des indications confuses, il pouvait pas le prévoir et il pouvait rien faire contre ça. Et je peux très bien aussi accepter qu'on me dise, c'est vrai, c'est extérieur, mais quand même, il devrait prévoir quand même que Pierre, il puisse lui dire n'importe quoi, et surtout, il pouvait, comment dirais-je, prendre ses précautions et lui-même regarder avant de passer par le passage par lequel lui a dit Pierre. C'est-à-dire que c'est surmontable, c'est-à-dire qu'il peut prendre ses précautions et faire quelque chose pour prévenir ça. D'accord? Moi, j'aurais pu accepter ça. J'aurais pu accepter les deux, en fait, finalement. Donc, du coup, et d'ailleurs, j'en parlais avec un juriste qui me disait qu'en matière de faute de la victime et de responsabilité et d'exonération de la responsabilité, on voit tout, en fait, dans les décisions de justice, finalement. Et donc là, on va partir du fait que l'exonération est partielle. D'accord? On va partir de ce fait-là. En l'espèce, Léo ne pouvait Léo n'avait pas la volonté de heurter le portail, donc c'est bien extérieur. De plus, il ne pouvait pas prévoir que Pierre allait donner des indications entraînant le dommage matériel. Donc ça, c'est imprévisible. Néanmoins, Léo aurait pu prendre ses précautions. Et donc, on peut dire que c'est surmontable, d'accord? Ou résistible, ok? Donc voilà. En conclusion, la SARL peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité. La réparation sera laissée à l'appréciation du juge. Voilà pour l'argumentation juridique. Encore une fois, moi, alors ça ne regarde que moi, hein, ce que je vous dis, mais j'aurais pu accepter qu'on me dise, c'est une exonération totale parce que Léo il pouvait rien faire, d'accord, il pouvait pas prévoir, il pouvait pas prendre ses précautions, il faisait confiance, enfin ce genre de choses. Donc voilà, moi j'aurais pu accepter les deux. Je vous ai mis ce cas-là, en l'occurrence l'exonération partielle, pour rester en cohérence avec ce que nous dit la Cour de cassation. Encore une fois, ce sujet-là, moi, j'ai jamais eu le corrigé face à mes yeux, mais j'aurais très bien pu accepter qu'on me parle d'exonération totale. Voilà pour la question numéro 3, et du coup, on passe à la question numéro 4 tout de suite.
Alors, on passe à la question numéro 4. Expliquer pourquoi une victime ne peut agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en cas de dommages causés à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Alors, tu sais, il y a plusieurs types, on va mettre ça comme ça, il y a plusieurs types de responsabilités, d'accord? Donc, on va mettre 4 explications, d'accord? Il y a plusieurs types de la responsabilité. Il y a la responsabilité civile et il y a la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, on va commencer par celle-ci, elle est engagée lorsque on enfreint la loi, d'accord? Tandis que la responsabilité civile, elle intervient en cas de dommage. Et on a deux types de responsabilité civile. On a la responsabilité, bon ça, voilà, c'est une parenthèse. Ok, c'est une parenthèse, si tu veux en parler, tu peux. Hein. Moi, je trouverais ça bien qu'un élève ouvre sur la responsabilité pénale et qu'il différencie déjà et la responsabilité civile et la responsabilité pénale. C'est pas obligé. Mais en tout cas, on a deux types de responsabilité civile. On a la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle. Ok, du coup, maintenant que ça c'est dit, quelle est la différence entre les deux? La responsabilité civile contractuelle, elle intervient lorsqu'un dommage est causé dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Dommage causé dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Et la responsabilité civile extra-contractuelle, elle intervient lorsqu'un dommage, enfin, voilà, elle peut être engagée lorsqu'un dommage est causé en dehors de l'exécution d'un contrat. Je te donne un exemple très concret. Imagine ici, le cas qu'on a vu là tout à l'heure. Le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un dommage matériel causé par une entreprise, il y a bien un contrat qui a été signé. Donc, la responsabilité qui peut être engagée dans ce cadre-là, c'est la responsabilité civile contractuelle. Pourquoi? Parce que le dommage est causé dans le cadre d'un contrat. Imagine tu te balades dans la rue et quelqu'un te fait tomber ton téléphone et ton téléphone casse. Est-ce que tu as signé un contrat avec ce passant? Non, tu n'as pas signé de contrat avec ce passant. Donc là, la responsabilité qui peut être engagée, c'est la responsabilité civile extra-contractuelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas signé de contrat avec cette personne-là. Moi, je pense que pour cette question-là, déjà, si tu arrives à différencier la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, c'est déjà une très bonne chose. Ok. Maintenant, pourquoi on peut pas agir sur le fondement de cette responsabilité-là lorsqu'on engage cette responsabilité-là? C'est quoi? On va penser au cas là de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que le dommage il est causé par Léo qui fait partie de la SARL, ok. Il y a eu un contrat entre les deux parties, d'accord. Donc il s'agit bien de la responsabilité civile contractuelle, ok. Et que nous dit l'article 1103 du Code civil? Les contrats, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque il y a un contrat qui est signé entre des parties, ces contrats-là, la loi c'est ça en fait. La loi de ces contrats, la loi entre les deux personnes, c'est le contrat, d'accord? Donc on s'appuie sur le contrat pour connaître ses obligations et connaître ses droits et ses devoirs, ok? Donc la loi, ce que nous dit l'article 1103, c'est que la loi, on revient à l'article, au contrat, lorsqu'on a un souci et lorsque il y a une obligation qui est pas comment dirais-je, honorée par l'une des parties. Ok. Ça c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose c'est ici, le créancier victime d'un manquement du débiteur à une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il ne peut en aucun cas choisir entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'un contrat, c'est la responsabilité civile contractuelle qui prime et qui fait office de loi. Et on va se poser la question, pourquoi, quant au tiers au contrat, il doit fonder son action sur la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire extra-contractuelle, forcément, vu qu'il n'a pas signé de contrat,
et peut se prévaloir à cette occasion de la non-exécution. Ça, ok. Pourquoi? On va se poser la question. Comment ça se fait que lorsque on est face à un contrat, on peut pas dire finalement je vais engager et la responsabilité civile extra-contractuelle et la responsabilité civile contractuelle. Parce qu'en fait, c'est pas possible de cumuler les deux. Le cumul des deux n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que ça entraînerait deux réparations. Imaginez que, par exemple, la Pierre, ils se disent, je vais engager la responsabilité civile contractuelle et ensuite je vais engager la responsabilité civile extra-contractuelle. Ça veut dire, il y aurait combien de réparations? Il y aurait deux réparations. Il y aurait une réparation parce qu'on a engagé sa responsabilité civile contractuelle et il y aurait une deuxième réparation parce qu'on a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle. Et c'est pas juste, en fait. Donc, pourquoi on peut uniquement engager la responsabilité civile contractuelle parce que, les contrats font office de loi. Là, on l'a dit ici. Et deuxième, le cumul des deux n'est pas possible car cela entraînerait une double réparation. Ce qui serait injuste pour le responsable du dommage. Ou l'auteur du dommage, on va faire pour reprendre. L'auteur du dommage. Oui, si on engage les deux responsabilités, ça veut dire qu'on a une double réparation. Et ça, c'est pas juste, d'accord? Donc, c'est pour ça que il n'est pas possible de cumuler la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle pour la victime, c'est-à-dire de s'appuyer sur la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle. Et pourquoi on se fonde sur la responsabilité contractuelle? Parce que les contrats font office de loi. J'espère que c'est clair. Alors encore une fois, c'est du cours, mais c'est aussi un petit peu de la réflexion. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est se poser la question. Bon, là, j'ai un cas avec Pierre et la SARL. Clairement, c'est la responsabilité civile contractuelle qui va être engagée parce qu'il y a un contrat. Pourquoi je peux pas cumuler les deux? Parce qu'en fait, il va déjà réparer le portail parce qu'on a signé un contrat. Mais du coup, il va me réparer un deuxième portail. C'est-à-dire, il va réparer ce portail-là et m'en acheter un deuxième. Non, on peut pas cumuler, c'est bizarre. Et essayez de réfléchir comme ça, d'accord? De prendre du recul sur le cas, c'est vraiment ce qu'on vous demande pour cette question numéro 4. De prendre du recul sur le cas et d'essayer d'avoir une réflexion qui peut s'appliquer à d'autres cas comme celui-ci, ok? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite de tout cœur bon courage pour vos révisions dans cette dernière ligne droite. Je vous vois bientôt pour des vidéos relatives au grand oral et à la préparation du grand oral. D'ici là, portez-vous bien, dormez bien, même si la nuit va être courte avant les épreuves, parce que on est un petit peu stressé, c'est tout à fait normal. Prévoyez de l'eau, de quoi manger, du chocolat, c'est très très bien, du vrai chocolat. Hein. Mais voilà, prenez soin de vous. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et puis, je pense à vous, quoi. Vraiment, j'ai votre réussite, mes chers, et j'espère que il y aura de belles choses et beaucoup d'obtentions au baccalauréat pour cette session, pour la session de cette année. Prenez soin de vous et merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.